c'est pas une surprise, on l'a toujours dit, exploiter le stade d'Orange Vélodrome, c'était un enjeu stratégique pour nous, pour notre projet, pour plusieurs raisons. D'abord, si vous regardez la situation du football en Europe, à travers un certain nombre de métriques, comme on dit, la première d'entre elles, c'est les revenus générés par la billetterie sur les 5 principaux marchés européens, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France. Le deuxième indicateur important pour comprendre la compétitivité d'un marché, notamment dans le football, c'est évidemment le montant des droits télé. Et puis, c'est intéressant de voir la corrélation entre ces deux indicateurs importants de la compétitivité d'un club de foot ou d'un marché européen dans le domaine du football et le fait de savoir si ces clubs sont propriétaires ou titulaires d'un loyer de longue durée de leur enceinte sportive. Et qu'est-ce que vous voyez avec cette slide? Vous voyez que les marchés les plus compétitifs au niveau européen sont clairement l'Espagne et l'Angleterre, et que dans chacun de ces marchés, les clubs professionnels qui y évoluent sont à 90 pour l'Angleterre et 95% pour l'Espagne, soit propriétaires de leur enceinte sportive, soit titulaires d'un bail longue durée qui fait d'eux un opérateur 365 jours par an de leur stade. Et à l'inverse, vous voyez que sur des marchés qui sont clairement moins compétitifs comme l'Italie et la France, vous le voyez à travers le montant des droits télé. Alors ça va changer puisque vous savez qu'en France, il y a un nouveau cycle des droits télé qui est bien plus favorable à partir de 2020. Mais jusqu'à présent, vous voyez que sur à la fois les revenus de billetterie moyens par club et le montant des droits télé annuels, comme par hasard, en Italie et en France, on est là sur deux marchés où les clubs professionnels sont beaucoup moins propriétaires de leur enceinte ou titulaires d'un bail longue durée qui leur permet de l'exploiter 365 jours par an. Donc oui, pour tout club, c'est un enjeu absolument stratégique. On le voit, pour être plus précis encore, à travers l'étude du top 15 européen. Que montre cet indicateur-là? Il montre que, à la fois, à travers la performance, c'est ce qu'on appelle l'indice UEFA, des 15 meilleurs clubs de football en Europe, leur affluence moyenne, ben, comme par hasard, là aussi, vous voyez que la quasi-totalité des 15 meilleurs clubs européens de football sont soit propriétaires de leur stade, soit gestionnaires à titre exclusif de leur enceinte. Donc oui, deux fois oui, être maître de son outil de production, comme je le dis souvent, c'est vraiment un enjeu totalement stratégique. Qu'en est-il de notre concurrence directe? Notre concurrence directe, c'est évidemment le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Mais il y a des clubs, on va le voir dans un instant, qui ont aussi des projets de nouvelles enceintes sportives. Bon, vous voyez ici ce que chacun voit, c'est-à-dire d'abord une enceinte fortement marquée par les codes identitaires du club. On le voit avec le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain. C'est un deal à Paris qui fait du Paris Saint-Germain le titulaire d'un bail amphithéotique, donc d'un bail à très long terme, jusqu'en 2044. Il est l'unique gestionnaire du Parc des Princes. Évidemment, il travaille aussi sur un projet d'extension et sur des investissements lui permettant d'augmenter les capacités en hospitalité et de générer à la fin de la saison des recettes de billetterie et d'hospitalité extrêmement importantes. Pour l'Olympique Lyonnais, on sait tous quelle est la situation, celle d'un club qui a investi sur un stade dont il est le propriétaire, un gros investissement, un investissement qui a permis de travailler sur la technologie, là encore sur des espaces hospitalité de qualité, des points de contact très nombreux avec ses supporters, que ce soit en matière de merchandising ou de restauration, et aussi une activité séminaire importante. L'impact financier ne s'est pas fait attendre puisque l'Olympique Lyonnais communique sur un doublement,
50% de visiteurs en plus, et oui, un doublement des recettes billetterie les jours de match. Donc évidemment, un avantage là aussi concurrentiel réel. Je n'ai pas parlé de Monaco, mais Monaco c'est évidemment la même chose, dans une situation et un contexte bien sûr un peu particulier. Le dernier projet en date, c'est Nantes, qui va bâtir son propre stade, dont il va devenir le propriétaire, avec là aussi beaucoup de technologie, beaucoup de modernité, 40 000 places, des investissements sur fonds privés et donc une diversification de ses revenus probablement très importante. Donc, il y a d'abord une réalité au niveau européen du marché qui montre à quel point la maîtrise de l'enceinte sportive est un outil essentiel pour assurer sa compétitivité. Et il y a la situation nationale qui fait qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est face à des concurrents qui avancent, qui vont vite et qui maîtrisent aujourd'hui totalement leur expérience sportive et au-delà de l'expérience sportive, la gestion de leur enceinte 365 jours par an. La situation jusqu'à présent, vous la connaissez, elle était caractérisée par des lourdeurs logistiques réelles. Je vous rappelle que la réalité du travail des équipes de l'Olympique de Marseille jusqu'à présent, c'était plusieurs heures de constat d'huissier pour vérifier que certains équipements étaient dans des états partiellement dégradés, et on faisait ça également au match suivant. Mais pour donner un autre exemple, c'était également arrivé la veille avec les panneaux de sponsors publicitaires, avec les écrans LED autour du stade. Tout ça, c'est de la manutention, c'est évidemment des lourdeurs opérationnelles réelles. C'était l'impossibilité pour nous d'investir dans des améliorations du stade, puisque pourquoi investir si nous n'en étions pas les premiers je dirais, en bénéficier, et pas seulement évidemment à travers les matchs de Ligue 1, mais l'ensemble des manifestations et des événements que nous aurions pu organiser tout au long de l'année et qui auraient certainement davantage de succès avec ces investissements réalisés. C'était impossible. La pelouse, tout le monde sait ce que je pense de la pelouse jusqu'à présent. Alors certes, un sujet difficile, et un sujet qui nous mettra demain devant nos propres responsabilités, puisque nous serons responsables de l'état de la pelouse. Je crois que dès la saison prochaine, il va falloir, et c'est d'ailleurs le propre de cet accord, mettre en place des travaux extrêmement importants, mais dès cette saison, il y aura des moyens accrus pour améliorer la qualité de la pelouse. C'est un élément essentiel du spectacle, c'est un élément essentiel de la santé des joueurs, de la prévention des blessures, et évidemment, il faut faire mieux, et je ne parle pas là simplement du classement des pelouses de Ligue 1, dans lequel, vous le savez, nous avons un rang évidemment insuffisant. Et puis, autour de la fan expérience, autour de l'expérience de nos supporters, il y a évidemment beaucoup de choses à mettre en place, à imaginer. J'ai parlé tout à l'heure des zones dites d'hospitalité. Je crois que le temps est évidemment de plus en plus à la segmentation de nos supporters. Il y a une expérience à laquelle nous sommes extrêmement attachés, c'est celle des virages, qui doivent rester absolument coûte que coûte des lieux populaires, des lieux où évidemment le coût d'accès est le plus bas possible. Je rappelle que l'équivalent d'un match pour un abonnement dans un virage à l'Olympique de Marseille, c'est un peu plus de 9 € le match. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement abordable et nous sommes particulièrement attachés à maintenir des conditions d'accès extrêmement abordables pour ce qui touche à l'expérience dans les virages. Mais au-delà des virages, il y a tout un travail de segmentation de l'offre qui va être fait, qui va être affiné. On l'a commencé la saison dernière avec le Club 1899, qui est évidemment l'expérience la plus haut de gamme que nous proposons à nos clients, mais il y a mieux à faire encore, et entre l'expérience des virages et l'expérience du Club 1899, il y a toute une série de segments de supporters que nous pouvons traiter mieux, mais encore faut-il faire un certain nombre de travaux et d'investissements
pour segmenter ces espaces de façon beaucoup plus fine. Au total, c'était certainement pour nous un manque à gagner à la fois sportif et économique. Et c'est ce qui va faire qu'on va rattraper le décalage de compétitivité qui était le nôtre entre ce qu'est l'OM aujourd'hui et nos concurrents directs, ce que j'ai dit en début de présentation. La reprise du stade, elle se fait en cohérence avec les 4 piliers de notre projet stratégique. Évidemment, la performance sportive. Pour être performant sportivement, là encore, il faut mettre en place une pelouse de qualité internationale, mais il faut aussi être capable d'accueillir les joueurs dans un confort qui est aussi optimal. La fan expérience, bon ben là je n'y reviens pas, c'est ce que je viens de décrire. Comment mettre en place des zones, des espaces dédiés à chaque segment de supporters. Il y a la citoyenneté, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est très important. Être capable d'avoir une emprise, de maîtriser une emprise comme le stade Orange Vélodrome dans la ville de Marseille, en plein cœur de la ville de Marseille, nous ouvre des opportunités dans ce qu'est notre devoir d'acteur social de cette ville. Et ça veut dire des animations, ça veut dire la Fondation OM, ça veut dire aussi dans chacun des domaines importants que sont l'éducation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, la promotion du sport chez les jeunes et la promotion de toutes les formes d'art et de culture auprès du plus grand nombre, eh bien des choses qui vont être facilitées quand nous serons le gestionnaire du stade. Et évidemment, tout ça doit se traduire économiquement, financièrement, avec une contribution à l'équilibre financier du club qui doit être significative, puisque même si nous sommes encore pour une saison, voire 2 saisons dans une phase d'investissement très significative, il est évident, il est essentiel que l'Olympique de Marseille atteigne de façon durable l'équilibre financier et c'est quelque chose qui va certainement nous contribuer à y arriver. Je vais passer assez vite, puisque j'ai déjà parlé de ces différents éléments, donc je ne vais pas en remettre une couche sur la pelouse, mais vous savez tous, en tout cas les spécialistes parmi vous, qu'il y avait une situation qui était loin d'être optimale et qui va être améliorée donc, dans les prochaines semaines, puisque les capacités opérationnelles qui vont permettre une amélioration déjà active de la pelouse vont être mises en place, à travers notamment, je crois, des capacités en luminothérapie plus importantes et probablement la saison prochaine, un changement total de la pelouse avec un autre type de pelouse, y compris du chauffage, qui à Marseille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut avoir un rôle important dans la qualité du gazon proposé. Bon, là aussi, simplement pour vous dire que dans l'accord que nous avons signé, il va y avoir la mise en place donc assez rapide d'une nouvelle sonorisation qui est prévue donc dans le protocole d'accord, ainsi que d'une nouvelle lumière. La lumière au stade Orange Vélodrome aujourd'hui est une lumière qui n'est pas en technologie LED. Si vous avez vécu le dernier match du championnat de Ligue 1, vous avez vu que nous avons proposé à nos spectateurs un feu d'artifice qui était très joli, sauf qu'il a été exécuté dans un stade à moitié illuminé. Pourquoi à moitié illuminé? C'est que si on éteint la lumière du stade aujourd'hui, il faut une vingtaine de minutes pour la rallumer. Or, évidemment, pour assurer une sortie du public dans les meilleures conditions de sécurité possibles, il faut un stade illuminé, et c'est pour ça qu'on a eu ce feu d'artifice dans un stade à moitié illuminé. Donc ça, ce sont des choses qui vont avoir lieu assez vite. Baptiste, d'ici la fin de l'année? On va lancer les travaux à la fin de l'été. Voilà. Donc d'ores et déjà, sur la lumière et la sonorisation, un changement radical de l'expérience pour nos spectateurs. Et puis quelques premiers travaux sur donc, les espaces d'hospitalité, le Club 1899, d'autres types d'espaces, comme
décrivait tout à l'heure. Le branding, c'est quoi le branding? C'est la place de la marque dans ce stade. Vous avez vu l'image que j'ai proposée du Parc des Princes. Franchement, on est dans la maison du PSG. Comment être demain dans la maison de l'OM? C'est un chantier, c'est quelque chose que nous avons déjà réfléchi à un certain nombre d'options et nous allons petit à petit faire en sorte que ce stade soit davantage marqué par l'identité de son club résident. Et ça nous semble quelque chose évidemment important. Et puis, j'avais dit qu'il n'y avait pas pour moi de cohérence à lancer le projet de musée OM sans avoir la maîtrise du stade Orange Vélodrome. Quand évidemment ce sera fait, eh bien là, nous allons accélérer. C'est un projet sur lequel, vous imaginez bien, nous travaillons depuis maintenant de nombreux mois. Nous le faisons d'ailleurs avec Mediapro, pour ceux que ça intéresse, puisqu'il se trouve que Mediapro a une division qui est la principale division en Europe pour la création de musées sportifs. Et nous avons choisi Mediapro bien avant le choix en matière de droit télé. Mais là, tout va changer, hein, puisqu'il y a une imbrication dans mon esprit totale entre un musée adjacent à son stade et l'expérience client, là aussi l'expérience des supporters que nous devons assurer. Il n'y a pas de musée sans visite du stade et inversement. Et donc on va pouvoir maintenant mettre les bouchées doubles et avancer plus rapidement dans la conception du musée. Bon, j'ai parlé des handicaps, des obstacles au niveau opérationnel, au niveau logistique. Recevoir 60 000 personnes un dimanche, c'est évidemment beaucoup de travail. C'est jusqu'à certains matchs, je crois, plus de 2000 personnes qui travaillent dans l'enceinte et dans ses environs immédiats. Donc évidemment, le fait d'être là plus en amont, c'est-à-dire pas seulement 24 heures avant le match, c'est quelque chose de majeur. Et c'est quelque chose, là encore, de tout à fait cohérent. Donc on va essayer aussi de rationaliser, de rendre plus cohérente la gestion des prestataires, la gestion des fournisseurs, puisqu'aujourd'hui, je vous donne aussi cet exemple, il existait deux systèmes de billetterie. Un système de billetterie pour l'Olympique de Marseille, pour gérer les matchs de football de l'Olympique de Marseille, et un système de billetterie pour les matchs de rugby ou les concerts qu'organisait Arema. Quelle est la cohérence? Donc la cohérence, c'est évidemment d'avoir un système de billetterie et l'ensemble des logiciels d'exploitation de ce type de prestations pour être beaucoup plus efficace et pour aussi être capable de vendre, par exemple, à un abonné de l'Olympique de Marseille, une fois qu'il est abonné à l'Olympique de Marseille, des concerts, d'autres types de manifestations sportives, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Bon. Et ce qui peut être le cas également dans les loges, où évidemment, à l'image des grandes enceintes sportives européennes, être capable d'acheter une loge qui va assurer un nombre d'événements dans l'année qui ira au-delà des matchs du club résident. Donc, voilà des exemples très concrets de choses qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus performants, y compris commercialement. Bon, on n'a pas, évidemment, c'est un accord qui est confidentiel dans ses détails, mais on peut vous donner un certain nombre de points. Donc la forme juridique de l'accord, c'est un contrat de sous-délégation. Il n'y a pas d'échange capitalistique, il n'y a pas de montée au capital de l'un comme de l'autre. C'est un accord de sous-délégation qui va permettre à Arema de sous-déléguer à l'Olympique de Marseille l'ensemble de la gestion et de la commercialisation du stade Orange Vélodrome. Il y a la reprise pour l'Olympique de Marseille de la totalité des activités commerciales autour du stade. Je dis bien la totalité des activités commerciales, y compris les recettes dites de naming. Vous savez qu'Orange est le partenaire, le sponsor en titre du stade Vélodrome, stade Orange Vélodrome. Les recettes liées à ce contrat de naming deviendront des recettes de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. J'ajoute qu'il ne vous aura pas échappé qu'Orange est le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Donc il y a là aussi une cohérence et des synergies intéressantes avec un groupe
comme Orange demain. La reprise des engagements opérationnels et financiers d'Arema au titre du PPP était une exigence et à raison. C'est-à-dire que dans l'accord et dans ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, il y avait le fait de ne pas toucher à l'architecture du PPP, le fait de ne pas revoir la structure du PPP et ses principes clés. Donc c'est le cas. C'est-à-dire que quand nous devons reprendre des engagements au titre du PPP, eh bien, nous les reprenons dans leur totalité, de manière à ce que les flux financiers qui remontent à la ville soient garantis, comme ils l'étaient à travers la structure actuelle. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. La société Bouygues va continuer à assurer la maintenance du stade Orange Vélodrome. Nous serons libres de choisir les prestataires techniques que nous souhaiterons choisir pour tout type de travaux demain, mais Bouygues est titulaire d'un contrat de maintenance qui est important, qui permet d'être sûr que la structure du stade, le stade tel qu'il a été livré après la rénovation, eh bien, demeure un équipement évidemment sain, c'est son métier, et donc c'est ce que nous allons faire. Et puis il y aura donc ces investissements, cette première phase d'investissement pour près de 7 millions d'euros qui nous permettra de mettre en place les améliorations dont j'ai décrit la nature à l'instant. Essentiellement lumière, sonorisation et pelouse. Voilà. C'est évidemment pour nous un accord important, très stratégique. Et je me réjouis à titre personnel évidemment d'être arrivé à ce stade, qu'elle veut dire, aujourd'hui. Voilà. Le contrat n'est pas encore signé. Quand il le sera avant la fin de l'année, vous deviendrez opérationnel immédiatement. Oui. C'est-à-dire que la prochaine saison, d'ores et déjà, vous pouvez dire que vous en avez la maîtrise. Ah oui, ça c'est sûr pour la prochaine saison, mais j'espère que ça arrivera bien avant la prochaine saison, dès cette saison. Pardon, une sémantique, prochaine saison, ça veut dire quoi pour vous? Ah ben, quand vous dites prochaine saison, c'est la saison 19-20. D'accord, pour moi c'était 18-19. Ah non, on est déjà dans la saison actuelle. Voilà. Donc pour la saison 18-19, pour la saison 18-19, on deviendra en cours de saison, donc on deviendra les contrats qu'ils auront négociés, par exemple, pour faire venir des... Oui, comme l'a rappelé à juste titre Bruno Bottella, évidemment la commercialisation du stade continue, hein, et évidemment on reprendra ces obligations commerciales qu'Arema aura contractées d'ici la signature du contrat définitif. Sur les 7 millions d'investissements dans les 12 prochains mois, quelle est la part de Arema et quelle est la part de c'est par légal Ça, on ne rentre pas dans les détails, mais bon, c'est un accord équilibré et c'était très important de pouvoir aller vite dans des améliorations que nous jugeons absolument essentielles. Donc, par rapport à ce changement de tribune, vous avez pris l'exemple du Parc des Princes. Est-ce que vous avez une idée de faire appel par exemple à des artistes de la région, de Marseille, quand vous travaillez de Marseille, vous avez inventé le rôle social de l'OM, faire venir des artistes, des projets, pour justement décorer ce stade aux couleurs de l'OM? Alors on aime bien le street art, si c'est ça votre question. Non, sans parler de street art, juste peut-être des projets. Oui, on est très ouvert et on travaille déjà beaucoup avec des artistes marseillais. On est en contact avec bon nombre d'entre eux. Donc à chaque fois qu'ils nous font des propositions dignes d'intérêt, on les regardera avec attention. Bien sûr, on a envie de pouvoir travailler avec l'écosystème culturel et artistique de Marseille, c'est évident. Le musée, c'est une opération, bon, la ville a rappelé qu'elle mettrait un peu d'argent. C'est une opération que vous comptez efficacement démarrer vers quelle époque? C'est dur de donner un calendrier, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on va vraiment avancer rapidement sur ce projet. Voilà, donc on a identifié déjà un lieu dans le périmètre immédiat du stade, et donc on va vraiment accélérer sur ce projet qui, je pense, est un projet important. On parlait à l'instant de Marseille et des Marseillais. Je pense que ça peut vraiment devenir un élément phare de l'attractivité de cette ville dans le futur. Pour
Quel montant d'investissement, vous en avez une idée? Pas encore totalement, mais voilà, quand on regarde les musées en Europe, sont des équipements entre 10 et 20 millions d'euros. Est-ce qu'il va y avoir une renégociation des tarifs des places avec les clubs de supporters? Est-ce que ça va affecter les relations avec les clubs de supporters, ce changement? Pourquoi ça les affecterait? Je ne sais pas. Non, ça n'a absolument aucun rapport avec le montant des abonnements que nous proposons et au contraire, ce que ça nous permet d'envisager, c'est des opportunités en termes de génération de revenus en dehors des matchs, puisque le principe c'est d'être gestionnaire du stade 365 jours par an, donc ça ne concerne pas les clubs de supporters, même si on pourrait aussi travailler, et on va travailler avec eux sur le projet de musée. C'est un projet qui, évidemment, nécessite qu'ils soient consultés et qu'on leur propose de contribuer à ce projet-là, et on le fera. Vous avez dit 9 € par match pour un spectateur. Ce n'était pas une remarque tendante à montrer qu'il fallait que ça soit plus cher. Non, parce que si vous m'avez bien écouté, vous avez entendu que j'ai dit qu'on était très attaché au fait que l'expérience des virages reste populaire et bon marché. On a compris ce que l'OM gagnait à récupérer ce partenariat. Mais qu'est-ce qu'Arema il gagne, si ce n'est sur le plan financier? Il faut leur demander. Moi, je ne suis pas là pour parler. Justement, ils ont eu un petit peu éludé la question là-bas, pour ça. Reposez-leur. Je pense que tout le monde a le sentiment d'être sur un accord, j'allais dire gagnant-gagnant aujourd'hui. En tout cas, c'est notre cas à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'activité séminaire? Oui. Combien de séminaires se sont tenus en 2017, prévision 2018 et stratégie future? Alors, ce qui s'est tenu, c'est pas moi qui en était j'allais dire le gestionnaire, mais je crois que Bruno a dit qu'il y avait eu 400 ou 450 séminaires. C'était un cumul sur l'ensemble des événements, c'était un cumul depuis 2014. Je vais Ah, demander, d'accord. je vais demander la précision, c'est 560 événements d'entreprise en 2017. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une expérience, enfin c'est une source de revenus significative. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'était de se dire comment créer, comment concevoir une offre de séminaire à l'image de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire une offre de séminaire qui va avoir lieu dans un lieu mythique, l'Orange Vélodrome, mais qui, au-delà d'être organisé dans un lieu vraiment exceptionnel, va être organisé par un club de football. Ça veut dire quoi, quand on est club de football, de proposer aux échos de venir organiser leur séminaire annuel, ou à l'équipe, à l'Orange Vélodrome. Je pense que là, on est capable certainement de définir, d'imaginer des produits complètement différents de ceux qu'on peut imaginer quand on est dans d'autres lieux à Marseille. Et c'est ça qu'on va essayer de proposer à nos clients. Je ne vais pas dans le détail, mais évidemment, quand on organise un séminaire, on parle souvent, pas tout le temps, mais de motivation. On parle d'esprit d'équipe, on parle de cohésion de groupe, on parle de valeurs. En quoi un club de football peut proposer des choses intéressantes sur ces dimensions-là. Je pense qu'on a un champ là formidable d'expérimentation pour proposer des séminaires comme on n'en trouve nulle part ailleurs, en tout cas à Marseille. Y compris en faisant intervenir des sélectionneurs, des joueurs. Y compris en faisant intervenir des joueurs. Alors des joueurs, voir à quel moment de la saison on peut les faire intervenir, mais des membres du staff technique, mais des anciens qui ont été des sportifs de haut niveau. Enfin, je crois que là, il y a des choses intéressantes à encore une fois imaginer. Le but finalement... Je pense qu'il faut bientôt qu'on leur rende leur restaurant qu'ils nous ont mis à disposition très gentiment, hein, parce que ce soir ils servent. Donc, oui. Moi je disais le but c'est de rejoindre rapidement le top 15, puisque vous avez fait référence au début de votre présentation. C'est ça un peu l'objectif que vous donnez combien de temps à atteindre? Je ne sais pas si l'objectif c'est de rejoindre le top 15. En tout cas, on veut faire mieux qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, avec notre parcours en Europe, on est 32e. Au classement UEFA. C'est bien. On a gagné beaucoup de places,
mais ce n'est pas suffisant. Et on doit rentrer dans le groupe des meilleurs clubs européens. Ça, c'était une étape, je pense, essentielle pour y arriver. Maintenant, voilà, le football est un domaine extrêmement concurrentiel, de plus en plus, vous le savez, et je ne peux pas vous dire quand on arrivera à ce résultat, mais c'est notre objectif, c'est clairement notre objectif. Une question symbolique pour qu'il y en a chez beaucoup de supporters, est-ce que ça permettra aussi de présenter des recrues au Vélodrome? Voilà un exemple qui est très intéressant. Voilà un exemple qui fait beaucoup de sens. Dans tous les grands clubs européens, quand on recrute des joueurs, alors évidemment des joueurs emblématiques, on peut les présenter et on les présente souvent dans l'enceinte sportive. Évidemment, ça doit faire partie des possibilités demain. Enfin, demain. Non, c'est bon? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci de votre présence.